Un sommet extraordinaire est sur le point de commencer ici à Bruxelles. Objectif principal, trouver un successeur au président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, ainsi qu'à la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton. Et la tâche ne sera pas facile. Depuis l'élection du luxembourgeois Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, il y a 2 mois, les États membres ne cessent de s'étriper sur le casting des plus hautes fonctions européennes. Member states have been at each other's throats, so to speak, over who should be in the new governance of the EU. Why? Well, it's all about... On assiste en fait à une course au pouvoir et à l'influence. Lorsque les pays de l'Est sont entrés dans l'Union il y a 10 ans, ils ne pesaient pas lourd dans la balance et se contentaient de peu. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Ils veulent prendre du galon et voient dans la crise entre la Russie et l'Ukraine une belle opportunité pour prouver de quoi ils sont capables. Par ailleurs, les sociodémocrates n'apprécient pas de voir la Commission dirigée par un conservateur et ils réclament la présidence du Conseil européen pour rétablir l'équilibre politique. Et puis en plus des rivalités entre États membres, il faut aussi prendre en compte les demandes du Parlement européen. Plusieurs groupes politiques ont déjà menacé de rejeter la future Commission en bloc si la parité homme-femme n'est pas respectée. Avec l'arrivée à Bruxelles du président ukrainien Petro Poroshenko, le sommet va donc aussi porter sur les récents événements en Ukraine. Depuis quelques jours, les ministres européens des Affaires étrangères ont passé en revue une série de nouvelles sanctions contre la Russie. Les dirigeants européens vont maintenant étudier ces propositions et nous vous tiendrons bien évidemment au courant des décisions qui seront prises. Mais la priorité de ce sommet, c'est l'élection du nouveau président du Conseil et du futur haut représentant des Affaires étrangères. Les paris sont ouverts et les favoris sont le Premier ministre polonais Donald Tusk pour remplacer Van Rompuy et Federica Mogherini, la ministre italienne des Affaires étrangères, pour succéder à Catherine Ashton à la tête de la diplomatie. Petit tour d'horizon des candidats. Tout l'été, une véritable constellation de candidats s'est formée, à en avoir le tournis. Voici les 5 visages les plus cités pour diriger la diplomatie européenne et le Conseil européen. Arrêt sur image et analyse des avantages et défauts de chacun avec le rédacteur en chef d'Europolitique. Mogherini aujourd'hui est présentée comme une ministre un peu trop jeune, sans expérience, mais il faut se replacer dans le contexte. En 2009, quand Mme Ashton a été nommée, elle n'avait aucune expérience. L'actuel ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, est également cité. Il aurait un peu moins de chance si évidemment le poste de président du Conseil européen était réservé à un Polonais. Donc tout se jouera au dernier moment. Madame Georgieva n'est pas en tête de liste. Donc elle pourrait constituer une solution si l'avenir de Madame Mogherini, l'italienne, devait s'effondrer. Pour le Conseil européen, le nom de la première ministre danoise a également beaucoup circulé. Le problème du Danemark, c'est que le Danemark ne fait pas partie de la zone euro et donc ça pose un problème quasiment philosophique pour les États membres de la zone euro de confier leur avenir à quelqu'un qui ne fait pas partie du club. Le Premier ministre polonais part favori pour la présidence du Conseil, mais rien n'est joué. Lui aussi rappelle depuis des mois et des mois qu'il n'est candidat à aucun poste, qu'il veut rester en Pologne, que la situation politique interne en Pologne est compliquée, que son départ pourrait provoquer beaucoup de bouleversements politiques internes. Et donc il faut prendre en compte ceci. Et si Donald Tusk n'est pas retenu pour le poste, l'ex-premier ministre letton pourrait avoir ses chances. Le jeu reste donc très ouvert. On vient de le voir, de nombreux noms sont cités, mais est-ce qu'un compromis est en train de se dégager entre les dirigeants européens? Eh bien, pour le savoir, nous allons faire un tour du côté du Conseil européen. Ma collègue Margarita Sforza nous y attend et elle a tenté de récolter quelques informations. Margarita. Buon pomeriggio Fariba, l'attenzione sale qui al vertice. Eh bien, l'attention monte ici au sommet européen. On va bientôt savoir si ces 6 dernières semaines ont permis au gouvernement italien de convaincre ses partenaires européens que sa ministre des Affaires étrangères, Federica Mogherini, est faite pour prendre la tête de la diplomatie européenne. Plusieurs éléments ont joué en sa faveur. C'est une femme et on sait que Juncker a besoin de femmes dans son équipe. Elle est de centre-gauche et justement, il y a un accord tacite pour que ce poste revienne à la gauche. Mogherini a été critiquée
critiqué pour son attitude trop favorable envers la Russie, mais entre-temps, l'Italie a complètement adhéré aux sanctions contre la Russie, ce qui a permis de faire taire les critiques. Mais la chancelière Angela Merkel, la conservatrice, qui était très sceptique à propos de Mogherini, notamment à cause de son manque d'expérience, a changé d'avis. Aujourd'hui, elle redoute plutôt les demandes du Premier ministre italien Matteo Renzi en matière de flexibilité budgétaire. Ici, au Conseil, les bruits de couloir disent que les chances de Mogherini ont donc augmenté. Elle devra coordonner la politique étrangère européenne, mais ses pouvoirs seront limités car les États membres veulent garder le dernier mot. Perché potrebbe avere un ruolo di coordinamento della politica estera e non un ruolo forte, come vogliono del resto gli Stati, desiderosi di avere sempre l'ultima parola. Pariba. Margarita, qu'en est-il du choix du président du Conseil? Est-ce que c'est aussi compliqué que pour le chef de la diplomatie? Eh bien, si les dirigeants européens désignent Federica Mogherini à la tête de la diplomatie européenne, il serait logique que le poste du président du Conseil revienne à une personnalité de l'Est de l'Europe. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, fait la course en tête grâce au soutien de la Grande-Bretagne, mais la France ne s'y oppose pas non plus. En ce qui concerne la première ministre danoise, Elle Thorning-Schmidt, elle perd du terrain. Son nom a souvent été cité au début de l'été, mais il semble désormais que les dirigeants préfèrent respecter l'équilibre entre Est et Ouest plutôt que l'équilibre entre hommes et femmes. D'après mes dernières informations, il semble que Donald Tusk obtiendra le poste, même s'il parle mal anglais et pas du tout français. Mais on n'est jamais à l'abri d'un coup de théâtre ici au sommet européen. Effectivement, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Un outsider pourrait encore faire son apparition. Merci Margarita, on vous retrouvera un petit peu plus tard. Je vous propose maintenant d'analyser la situation plus en détail. En fait, la plupart des candidats ont joué un rôle dans la stratégie européenne qui a conduit les citoyens à vivre une année difficile du point de vue économique, social et politique, parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre des compromis dans plusieurs dossiers. Alors, est-ce que ce jeu de chaises musicales va changer la donne en Europe? Eh bien, l'eurodéputé social-démocrate Richard Corbett vient de me rejoindre. Il est aussi ancien conseiller auprès d'Herman Van Rompuy. Monsieur Corbett, est-ce que les candidats peuvent sortir l'Europe des turbulences économiques et financières qu'elle est en train de vivre? Le Conseil européen rassemble les plus grands dirigeants des États membres, les premiers ministres, les présidents. À cela s'ajoute le président du Conseil, évidemment. Et pour l'instant, ils luttent pour arriver à un accord et parfois c'est très difficile. Parce que les points de départ peuvent être très divergents. Alors, en tant que président du Conseil européen, eh bien, on a besoin de trouver quelqu'un qui peut atteindre des consensus, jeter des ponts et persuader les dirigeants d'arriver à un niveau acceptable d'accord. Alors ça ne doit pas être quelqu'un de flamboyant qui imposerait son point de vue, mais quelqu'un qui travaille, qui fait preuve de patience pour arriver à un accord. Il faut qu'il puisse rapprocher les points de vue divergents. Oui, mais M. Van Rompuy a souvent échoué dans sa recherche de consensus. Le problème, est-ce que ce n'est pas que les priorités des États membres sont nationales et qu'ils répondent à leur population nationale avant de répondre au peuple européen? Eh bien, bien sûr, ils sont responsables dans leur propre pays. Et c'est d'ailleurs leur première tâche, de défendre leurs intérêts nationaux au Conseil européen. Mais quand ils siègent autour de la table européenne, ils savent qu'ils sont interdépendants sur le plan économique et que sur certains sujets, eh bien, ils doivent arriver à un accord s'ils veulent résoudre le problème. Et c'est remarquable de voir que quand ils sont autour de cette table, eh bien, tout à coup, ils sont conscients de cette nécessité, de la nécessité d'atteindre un compromis. Et très souvent, ils sont parvenus à un compromis alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et presque à chaque réunion, eh bien, Herman Van Rompuy est parvenu à obtenir un compromis au niveau européen. Oui, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que l'Europe est dans la situation dans laquelle elle est? Which has brought about social unrest and otherwise, yeah.
Bien, étant donné la crise financière qui nous a touchés il y a quelques années, that Europe has seen, or the Western world as a whole has seen since the Great Depression of the 1930s. Étant donné cette crise qui a touché d'ailleurs tout le monde occidental, et qui a créé une véritable tempête sur toute l'Europe, eh bien tous les pays sont interdépendants et donc cette crise a dû se résoudre de manière collective. Les pays qui avaient de gros problèmes de dette à tel point qu'ils ne pouvaient plus pérenniser leur remboursement, eh bien ils n'ont plus. Ils ont réussi à obtenir des prêts à des taux d'intérêt très bas et cela a été rendu possible grâce aux discussions au sommet européen. Difficult issues, both for the lenders and for the recipients, but agreement was reached. Ce sont des questions difficiles, mais nous sommes parvenus à un accord au Conseil européen. Vous parlez d'un tsunami de la crise financière, et c'est ce même tsunami qui a touché les USA et les USA qui s'en tirent beaucoup mieux que nous. Par rapport à l'Europe, l'Europe continue à lutter beaucoup plus difficilement que les États-Unis. À l'intérieur de l'Europe, certains pays s'en sortent mieux que d'autres. Les pays du Sud ont plus de mal. Et tout cela, c'est au détriment des citoyens. Mais écoutez, Fariba, oui, certains pays s'en tirent mieux, mais il y a des raisons structurelles qui expliquent ça. Indépendamment de la crise, nous avons aussi une population qui vieillit en Europe. Et ça, c'est un problème auquel il faut s'attaquer également. Donc en fait, il y a un subtil mélange de plusieurs raisons, des raisons financières, économiques liées à la crise, et puis aussi des raisons plus structurelles. Et ce sont ces deux aspects qu'il va falloir résoudre. Et les outils pour résoudre ces problèmes se trouvent principalement au niveau national, pas au niveau européen. L'Europe apporte une valeur ajoutée, mais les outils se trouvent surtout au niveau européen. Par contre, l'Europe peut être un levier dans les négociations internationales sur le commerce, par exemple. Et nous sommes parvenus à un grand niveau de solidarité avec les États qui avaient besoin de l'aide des autres États membres. Donc le niveau européen peut aider à résoudre la crise, même si la plupart des outils se situent plutôt au niveau national. Merci, on va continuer cette discussion un peu plus tard, mais d'abord, allons faire un tour du côté de l'entrée VIP du Conseil pour voir si les dirigeants sont déjà là et s'ils ont des déclarations à faire. Já si myslím, že především platí, že bychom dnes se tady měli zabývat tím, jaký výsledek měly diplomatické aktivity Evropské unie. Voilà, merci Fariba. Il est 15h22. Merci d'être avec nous sur Euronews. Nous sommes en direct du sommet européen extraordinaire à Bruxelles. Un sommet qui ressemble à une séance de rattrapage. C'est en quelque sorte l'examen de seconde session pour les dirigeants européens qui ne sont pas parvenus à se mettre d'accord lors du dernier sommet en juillet. Durant l'été, chacun s'est positionné. Chaque pays a placé ses pions pour la partie de Stratego. Lors du dernier sommet, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, avait été très critiqué en coulisses pour son manque de préparation du sommet. Cette fois, plusieurs sources confirment que le nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a été étroitement associé à l'organisation du sommet. Pour ne pas répéter l'échec de juillet, il faut dire que Juncker a son mot à dire puisque le haut représentant aux affaires étrangères de l'Union est également vice-président de la Commission. Sa désignation se fait donc en accord avec Juncker. Un consensus semble se dégager sur le nom de la ministre italienne des Affaires étrangères, Federica Mogherini, pour prendre la tête de la diplomatie européenne. Le président français François Hollande, qui est déjà arrivé au sommet, a d'ailleurs déclaré à son arrivée qu'il fallait un consensus pour les postes de haut représentant aux affaires étrangères et de président de la Commission. Hier, le ministre espagnol des Affaires européennes a d'ailleurs publié un tweet sans ambiguïté, puisqu'il dit que Mogherini est clairement la favorite pour ce poste. En ce qui concerne la présidence du Conseil européen, on apprend à bonne source qu'Herman Van Rompuy compte soumettre un seul candidat aux 28 et qu'il s'agirait de Donald Tusk.
Back in the studio, I'm with Richard Corbett, MEP. Je me trouve en compagnie de Richard Corbett, eurodéputé et ex-conseiller du président du Conseil. Monsieur Corbett, on a l'impression que les personnalités fortes et indépendantes ne sont pas les bienvenues au plus haut poste. Est-ce que c'est parce que les dirigeants européens ne veulent pas perdre d'influence? Eh bien, on ne parle pas de nommer quelqu'un au-dessus d'eux, mais on parle de nommer quelqu'un parmi les autres, parmi ses pairs. C'est quelqu'un qui va prendre la présidence pour faciliter et animer les discussions. N'oubliez pas qu'il s'agit de 28 politiciens qui ont l'habitude de faire passer leur point de vue autour de la table et ce sont les personnes les plus puissantes de chaque État membre qui se trouvent là. Et ils se trouvent tout à coup dans un environnement où chacun a le même pouvoir. Et s'ils ne parviennent pas à un accord, à un consensus, eh bien, ils ne peuvent rien faire. C'est difficile d'arriver à un consensus et pourtant, c'est nécessaire. Et pour y arriver, on a besoin d'un président qui est capable de négocier, de rappeler les gens à l'ordre, de modifier les positions, de changer légèrement les textes pour pouvoir arriver à ce consensus. Il n'y a pas d'autre choix, c'est la seule manière de fonctionner parce que ce sont les règles du jeu au Conseil européen. Donc le mot magique, c'est le consensus, c'est rapprocher les points de vue. Mais est-ce que ce n'est pas une qualité dont parfois les chefs d'État ne veulent pas? Eh bien, Fariba, c'est une qualité qui existait déjà. Sonner les cloches des dirigeants, ça ne se fait pas sous les projecteurs, mais ça se fait en coulisses, ça se fait derrière porte close. Et parfois, le président du Conseil européen le fait pour parvenir à une décision. Oui, mais est-ce que le président du Conseil européen a réellement le pouvoir de parvenir à ce type de consensus? Eh bien, le président ne peut pas renverser la position des dirigeants et renverser les règles, mais le président soumet les textes, c'est lui qui parle à tout le monde, il appelle chaque dirigeant européen séparément pour connaître sa position, pour soumettre des idées, et c'est lui qui est un petit peu le point de contact entre les 28 dirigeants et qui essaye de voir si un compromis est possible. Alors, le favori est Donald Tusk. Est-ce que vous voyez cette qualité en Donald Tusk? Écoutez, ce n'est pas à moi de juger, ce sont les membres du Conseil européen qui connaissent bien les candidats et c'est à eux de décider qui est le plus qualifié pour ce poste. Elle Thorning-Schmidt, la première ministre danoise, est aussi une favorite à ce poste. Et il y a d'autres noms qui circulent d'ailleurs. Alors comment ça va se passer? On ne peut pas le savoir. Peut-être qu'un outsider va sortir du chapeau des dirigeants européens, on ne sait pas. Alors, mais revenons sur Monsieur Tusk. Il ne parle pas très bien anglais, il ne parle pas français. Si jamais il était élu président du Conseil, est-ce que ce ne serait pas un obstacle pour faire son travail? Eh bien écoutez, la capacité de parler anglais est évidemment un atout. On ne peut pas le nier. Parce que les choses ne se font pas que dans les réunions formelles où il y a des interprètes, mais cela se fait aussi dans les couloirs, où on gribouille rapidement une petite note sur un carnet. Et évidemment, là, c'est un atout de pouvoir se comprendre. Mais je vous avouerai que je ne sais pas si son niveau d'anglais est acceptable ou non. Mais si ce n'est pas suffisamment bon, je pense qu'il va s'améliorer. Merci, Richard Corbett. Alors que les performances économiques de l'Union sont au plus bas, les États membres cherchent des partenaires commerciaux hors de l'Union. Les jeunes Européens sont déçus et l'instabilité menace aux frontières de l'Europe. Les dirigeants européens auront donc beaucoup à faire pour répondre à ces défis et tirer l'Europe hors de la stagnation. Tout de suite, votre bulletin d'information et on se retrouve juste après. The current crisis. I shall come back after the news. See you shortly.